Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Après Ciné Critique, je conclue ici ma rétrospective de la trilogie Y a-t-il un flic pour ? Avant la sortie du quatrième, qui est une sorte de remake, reboot, suite en fait, mais longtemps après, prévu cet été, là il est question donc de ce The Naked Gun 33 1 tiers, c'est ça en anglais le titre, l'insulte finale pour les Québécois, The Final Insult, forcément, et qui est réalisé cette fois-ci par Peter Segal. Ce n'est plus un des as à la réalisation, même si David Zucker reste au scénario avec Pat Proft, et que les deux autres du trio sont à la production. Peter Segal, lui, fera ensuite des films avec Adam Sandler, donc toujours dans la comédie, et aussi La Famille Folding. Je crois que c'est le seul autre que j'ai vu d'ailleurs de ce monsieur derrière la caméra. Au casting, bien sûr, qu'on retrouve Leslie Nielsen dans le rôle principal de Frank Drebin, sa dernière apparition en tant que tel. Bon. Et Priscilla Presley, qui interprète là celle qui est devenue son épouse, Jane. De retour aussi, George Kennedy et O.J. Simpson, qu'on ne verra plus au cinéma ensuite. Et pour cause, il y a également Anna Nicole Smith, qui joue une gangster plantureuse, avec les stéréotypes qui vont de l'époque. Oh, je me suis fait taper les doigts dans ma vidéo sur Y a-t-il un flic pour sauver le président? Est-ce que ça va être le cas ici? Mystère. Et aussi Fred Ward, qui joue le gangster principal, tandis que sa maman est jouée par Kathleen Freeman, qui avait joué dans les Blues Brothers et qui est ici une parodie de la Mama Fratelli des Goonies. Et dans ma vidéo récente sur les Goonies, aïe, je me suis fait mal, eh bien j'avais dit que c'était la même actrice qui avait joué dans les Blues Brothers. Non, en fait, j'ai fait un mix, un mélange, je me suis rendu compte de ça. C'est amusant, ça prouve que d'ailleurs, cette troisième occurrence des aventures de Frank Drebin m'avait beaucoup marqué à l'époque. Car je l'avais dit, dans les deux premiers volets répertoriés en vidéo ici, que c'était mon préféré des trois. Est-ce que ça a changé au revisionnage? Je vais vous répondre très vite. Alors l'histoire sur le papier est simple. Le titre français l'annonce plus que, on va dire, son appellation en version originale. Parce que ce qui se passe à Hollywood, ok, c'est la conclusion, c'est le dernier acte. Oui, il va falloir sauver Hollywood, car un terroriste, disons-le comme ça, qui a été sorti de prison, il y a toute l'évasion qui est jouée dans le film, a pour but de frapper fort, parce qu'il a été payé par un méchant venu de l'étranger, Pape Schmier, on ne sait pas trop, qui est visiblement en lien avec Kadhafi. Ah, sur le plan géopolitique et scénario, c'est encore plus n'importe quoi que les deux précédents. Bref, il veut faire péter une enveloppe de remise de prix aux Oscars, et donc Frank Drebin, grimé en Phil Donahue, qu'on ne connaît pas en France d'ailleurs, mais qui est connu aux États-Unis, va essayer de sauver la situation. Léger problème. Au début du film, Frank Drebin est à la retraite. Il l'a promis à celle qui va devenir sa femme. Il va s'occuper d'elle et va surtout se ranger pour que les deux vivent heureux. Et peut-être faire plein de Frank Drebin Jr. Sachant qu'il doit déjà y en avoir un dans la circulation là, parce que Leslie, j'avais parlé, Liam Neeson, qui va jouer son fils donc dans le 4e opus bientôt, probablement était bien né depuis peut-être une trentaine d'années déjà, au moment où, donc 1994, pardon, ce film est sorti. Mais bon, peu importe. Je suis un peu pêle-mêle parce que je sors du visionnage là presque, il fait chaud et ça m'a galvanisé. Donc Frank Drebin est retiré de la police, mais on sent qu'il regrette, il en fait des cauchemars même. Dont cette scène d'introduction sur laquelle je vais très vite revenir. Et évidemment, il va rempiler parce qu'on a besoin de lui pour sauver l'Amérique une nouvelle fois. Et oui, c'est le meilleur flic possible. C'est un flic catastrophe, c'est quand même le meilleur. Et donc il va devoir s'infiltrer dans l'entourage de ce criminel qui est d'abord en prison, donc voilà. D'abord il doit se rapprocher de celle qui est la petite amie du prisonnier, qu'il a déjà rencontré dans les années 70 en mode disco, et tout un délire là-dessus, ça n'a aucun sens, mais j'adore ça. Et après donc en prison pour se rapprocher de ce Rocco Dylan. Et évidemment, on va rejouer des films qu'on connaît bien dans le domaine carcéral. Et c'est exactement pour cela que j'aime beaucoup ce film. Alors, il y a une vraie raison, je l'ai déjà dit avant, c'est que c'est le premier que j'ai découvert dans cette trilogie. Et fatalement, si tu es dans le mood et dans le style d'humour, c'est toujours le premier qui va faire plus mouche que les autres. Mais en fait, je comprends pourquoi je préfère celui-ci aussi, même si c'est difficile d'analyser objectivement les raisons.
c'est parce qu'il est encore plus décomplexé que les deux précédents. Il est encore plus léger et nawak niveau scénario. Bon, en même temps, c'est pas des films où on attend quelque chose de très carré. Mais je trouve que là, ça lâche complètement l'idée géopolitico, thriller espionnage. Oui, il y a de l'infiltration par contre. C'est déjanté à l'extrême. Et j'ai en fait l'impression, hein, mais c'est peut-être qu'une impression parce que je le connais mieux que les deux autres. C'est toujours comme ça, hein, celui que j'ai le plus vu. Que là, mais ça se lâche complètement, les potards sont à fond. Et que, au-delà de l'aspect comédie policière, on est ici carrément dans la parodie ultime. Alors attention, hein, dans les précédents, il y en avait déjà des parodies. Notamment dans le 2, là, il faut sauver le président. Il y avait une scène de poterie à la Ghost, etc. Et quelques références à Casablanca, le magicien d'Oz, que sais-je. Grosso modo James Bond ou Inspecteur Harry aussi. Mais là, on est clairement dans une idée qui sera poursuivie par les héritiers ou les as plus tard dans les Scary Movies. On n'est pas dans le domaine parodie de films noirs, mais là, parodie d'autres films. Et en fait, j'ai beaucoup aimé ça, plus jeune. C'est-à-dire des parodies de trucs qui sont cultes. Même si, paradoxalement, tous les films qu'il y a là-dedans, je les ai découverts, enfin, parodies là-dedans, je les ai découverts après. C'est-à-dire que je comprenais instinctivement, découvrant ça ado sur Canal+, à l'époque, que c'était des détournements. Des détournements à la classe américaine, Cité de la peur, alors c'est plus écrit, c'est au-delà de la parodie, mais quand même, il y a quelque chose, c'est à cette époque-là que j'ai découvert ces films, qui font que j'ai aimé celui-là beaucoup, beaucoup, beaucoup. Après, je ne sais pas si j'aurais autant aimé les deux autres, si je les avais vus en même temps. Je ne le saurais jamais. Mais je trouve que là, on est encore plus dans cette idée. Alors, dès l'introduction, les incorruptibles, oui, Cuirassé Potemkin, alors moi, ça m'amuse énormément, ça. C'est que donc, à l'époque, j'imaginais que c'était une scène qui avait été écrite pour le film, comme ça, texto, avec les landaux, le bébé que réceptionne O.J. Simpson en mode touchdown, tout ce que vous voulez. Du coup, c'est extraordinaire hein, dans l'ambiance, parce que la scène des incorruptibles est formidable. Mais celle-ci était déjà inspirée du Cuirassé Potemkin. Donc là, on est dans la parodie de quelque chose qui s'est déjà inspiré d'avant, et c'est ça le cinéma aussi. Bon, j'extrapole, là je divague même, vous allez me dire, mais des grands films ont inspiré d'autres grands films. On peut parler de Vertigo, par exemple, qui a inspiré énormément de choses, La Jetée de Chris Parker, et j'en passe. Hein, voilà. Les blow-up, les blow-out, il y a toute une idée là-dessus. Là, bon, évidemment, c'est pas la même grandeur d'idée, mais j'aime ça. Surtout quand c'est assumé, et ça l'est. Donc, en plus, sur le plan cinématographique de la mise en scène, on peut dire ce qu'on veut, c'est super bien fait. Parce qu'il faut intégrer les éléments humoristiques par-dessus, l'arrivée du pape, du président, etc. Décupler la folie de base, qui est cette scène à la base, donc, dans Les Incorruptibles, remarquable de tension et de drame. Vous voyez? Et là, d'urgence, tout ce que vous voulez. Eh bien, je trouve que c'est un gros travail, mine de rien, quand bien même ce soit juste pompé et réécrit dans l'humour. Vous voyez? Parce qu'il faut avoir ces idées-là aussi. Donc, d'emblée, il y a ça. Alors, quand j'ai vu Les Incorruptibles plus tard, et pas trop longtemps après, d'ailleurs, ma première découverte de ce film-là, j'étais là en mode « Ah ouais, quand même !» Mais oui, ça fonctionne. Thelma et Louise aussi, parce que bon, notre chère Jane est quelqu'un maintenant qui travaille, c'est elle qui porte la culotte, elle le dit, pendant que le mari est au foyer. Elle est avocate, hein. Bon, là, on a encore le côté un peu sexisto vu des précédents, notamment de celui d'avant. Oui, bon, bah, les femmes, elles travaillent, mais elles ont quand même leur bébé à s'occuper. Ça en est drôle dans le décalage. Parce que là, c'est complètement amusant, en fait, pour le coup. La juge avec le hocher en plastique à la place du vrai, les avocates et tout, qui langent leur bébé à la fois. Ok, mais c'est drôle, c'est très drôle. D'ailleurs, ça renforce l'idée qu'elle a envie d'être mère et que Frank, peut-être serait-il impuissant, on ne sait pas. Pourquoi pas. Ils vont faire une thérapie de couple à un moment, et même qu'après il va donner son sperme, mais plus dans l'infiltration. Donc, il y a quand même des liens dans l'écriture. Bon, il y a ça, donc sa cliente et tout, à un moment, bah, elle va quitter Frank, je reviens sur cette scène après, en mode Thelma et Louise. Et j'ai découvert Thelma et Louise après coup. Je peux faire la liste du reste, hein, si vous voulez, mais on va pas non plus aller trop dans les détails. L'évadé d'Alcatraz et la grande évasion pour les passages carcéraux et d'évasion. Alors, on peut penser aux évadés, mais c'est sorti, je crois, la même année, donc non. Donc, qui sont peut-être aussi une influence, les évadés, de ces films précités. Bon, ben, les Goonies, oui, et Jurassic Park, bon, ça, évidemment, c'est la remise des Oscars, il y a Geriatric Park, extraordinaire,
Ah, ça c'est culte aussi. C'est vraiment culte, d'autant plus que quand j'ai découvert ce film sur Canal+ à l'époque, j'avais vu Jurassic Park quelques années avant et que c'était mon film préféré déjà. Donc, bon. Tout ça pour dire que, comme ça se lâche à fond, derrière, oui, j'ai presque envie de plus pardonner les problématiques que j'avais soulignées dans le deuxième volet. Mais c'est parce que aussi j'étais à fond dedans adolescent. Et quand tu es adolescent, tu fais pas attention à certaines choses. Bon, évidemment qu'il y a quelques petits soucis. Mais inhérents à l'idée de rire de pratiquement tout de façon décomplexée et encore plus folle ici. Donc, pourquoi pas. Et derrière, bon, c'est un ride le film. Hein. Ça n'arrête jamais. Le côté flashback des années 70, l'époque disco, ça me fait beaucoup rire parce qu'ils n'ont pas vraiment vieilli finalement en 20 ans. Et t'as tous les clichés de cette époque, y compris la coupe afro improbable du personnage O.J. Simpson. Il y a des trucs qui sont intelligents niveau cinéma aussi, au-delà de l'introduction. Même si je pense pas que ce soit une parodie, mais on sait jamais. Le jeu sur le temps, du moment où Jane décide de quitter Frank parce qu'il a repris le travail. Et que ça, elle n'est pas contente. Voilà, elle le quitte. Elle passe la porte de la chambre, elle le sort. Un très beau jeu de cut et de montage. Un quart de seconde après, je pense qu'il y a une doublure qui rentre. Et totalement prête, les valises. Elle va à la porte. Elle dit qu'elle a appelé un taxi. Le taxi attend déjà, il fait semblant d'être là depuis 20 minutes. Et il y a une annonce radio. Tout ça, ça se passe en 10 secondes, hein, 15 secondes. Et j'adore quand ça joue sur le temps de l'humour aussi, parce que c'est hyper drôle, tout en étouffant, on va dire, la ligne temporelle. Et ça joue donc sur le temps cinéma aussi. Ça veut dire que derrière la parodie, pour que ça fonctionne, ce genre d'humour, il faut, au cinéma, savoir le mettre en scène. Et le film le fait très bien, pratiquement de A à Z, quand bien même il y a des petits moments... Voilà. Puis après, bah, évidemment, à la remise des Oscars à Hollywood, c'est le bazar absolu, avec des stars qui se sont prêtées au jeu. Notamment la chanteuse Piazzadora, qui en perd sa perruque, hein, c'est n'importe quoi. Il y a encore Weird Al Yankovic qui apparaît une troisième fois, hein, dans un troisième rôle différent, à moins qu'il jouait son propre rôle déjà dans le premier peut-être. Il y a James Earl Jones aussi, le regretté, qu'on a vu récemment, ou Raquel Welch, qui se prend un micro dans la bouche. Ah, j'ai pas cité qu'il y avait Earl May aussi, qui jouait la même année dans d'autres films. Enfin, dans ces années-là, il jouait d'autres films, toujours en rapport avec son personnage dans Full Metal Jacket, qui joue un gardien de prison, là. Non, mais c'est très riche, tout ça. C'est très très riche, finalement. Et le film, il est bien. Et c'est le moins aimé des trois. Mais je peux comprendre pourquoi. Arrivé au bout, alors qu'on a aimé le précédent et celui d'avant, peut-être qu'il y avait une forme de redite et de lassitude. C'est souvent comme ça, hein. Mais en fait, pris à part, je trouve qu'en fait, il est grand, ce film. Enfin, il est grand. Il est très bien dans ce qu'il est. Il peut y avoir des défauts et des trucs qui vont pas, peut-être. Mais ça rentre pleinement dans l'univers adolescent. Ce film est un film adolescent. Je l'ai découvert à l'adolescence. Ça fonctionne super bien. Et donc, oui, j'ose le dire. Je serai peut-être le seul. Vous me direz en commentaire. Hein. Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui le dira aussi. Et je serai content. Mais bon, c'est mon préféré des trois. Et j'ai envie de dire presque de loin. Pas de trop, mais quand même. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez donc de ce troisième opus. Y a-t-il un flic pour sauver? Ici, c'est Hollywood. Est-ce que Hollywood est sauvé à la fin? Voilà, d'ailleurs, et je finirai là-dessus, dans le dernier acte, justement, à Hollywood, il y a le fameux mème facepalm qu'on retrouve souvent sur les réseaux. Ben, il vient de là. Voilà, il y a beaucoup de mèmes de ce film, hein, qui sont, enfin, des passages de ce film qui sont devenus des mèmes à travers le temps. Voilà, à vous la parole en commentaire. Dites-moi, du coup, comment vous le situez parmi les trois. Et on verra le prochain, si je vais le voir en salle, parce qu'il tombe quand même en pleine période où je serai probablement dans le sud. C'est pas sûr, du coup. On verra bien, après tout. Allez, à la prochaine. Ciao.